Bien, bonjour et merci d'être venu et d'avoir pu venir dans des conditions qui sont difficiles ce matin, nous le réalisons. Mais je le dis tout de suite, ce colloque aura une diffusion plus large que l'audience physique, puisque comme maintenant pour l'ensemble de nos cours et de nos enseignements, nous diffusons au niveau du site web du Collège de France, et ce colloque est retransmis en direct en audio sur le site web du Collège de France, mais nous diffusons aussi ce colloque en vidéo dans les 2 ou 3 jours, et ultérieurement, il sera possible de récupérer l'intégralité de ce colloque en téléchargeant à partir du site web podcast du Collège de France sur les baladeurs MP3, de façon à pouvoir bénéficier, écouter et réécouter ce colloque sur l'autorité. Alors ce colloque est le colloque de rentrée du Collège de France 2007. C'est maintenant, je dirais, presque une tradition qui a été ouverte notamment avec l'équipe précédente, animée par Jean-Pierre Changeux. Et depuis 7 ans maintenant, ce colloque a comme but de faire vivre un grand sujet de société en jouant notamment de l'interdisciplinarité que nous avons ici au Collège de France, grâce aux différents titulaires de chaires dans des disciplines aussi variées que sont les mathématiques, en passant par la biologie, en passant par l'histoire, l'archéologie et la philosophie. Et pour simplement vous illustrer les titres des colloques précédents, je voudrais citer le premier colloque qui avait été organisé en 2001, La vérité dans les sciences. Nous avons eu un colloque ensuite sur gènes et culture, les espaces de l'homme, l'homme face au climat, croyances, raison et déraison. Au passage, tous ces colloques sont disponibles sous une forme aussi écrite. Ils sont publiés aux éditions Odile Jacob, qui est maintenant une collection de références. Et l'année dernière, nous avions eu un colloque sur l'homme artificiel au service de la société, dirigé par Jean-Pierre Changeux. Alors, cette année, nous continuons avec un colloque qui s'intitule « De l'autorité » et Antoine Compagnon, Stanislas Dehaene, avec un comité scientifique, ont organisé ce colloque et je les en remercie naturellement vivement. L'autorité, je pourrais dire qu'on est avec, dans la mesure où nous subissons, entre guillemets, l'autorité parentale et nous mourrons avec, si je puis dire aussi, puisque nous subissons l'autorité médicale. En fait, l'autorité est consubstantielle pratiquement à notre vie, tout au long de notre vie, y compris notre vie de citoyen, bien sûr. Et donc, c'est particulièrement intéressant de voir les différentes facettes de l'autorité qui, comme le dit Antoine Compagnon, est partout et nulle part, de voir ces différentes facettes abordées par différents spécialistes, professeurs au Collège de France ou éminents spécialistes dans leur domaine. Et je les remercie beaucoup d'avoir bien voulu venir aujourd'hui, ce matin. Alors, ce colloque est organisé en partie grâce à la Fondation Hugo du Collège de France sur le plan matériel. Et je voudrais maintenant donner tout de suite la parole à Antoine Compagnon qui va vous dresser en quelque sorte le tableau général de cette journée, de la journée de demain. Merci beaucoup et bienvenue donc à ces 2 journées sur l'autorité. Nous avons choisi ce sujet peut-être parce qu'il est beaucoup question aujourd'hui d'une crise de l'autorité, même si cette crise n'est certainement pas une idée nouvelle, à l'école par exemple, mais aussi dans la société, dans la justice, dans les sciences et encore dans d'autres domaines. Peut-être parce que je suis littéraire, j'aime bien revenir à l'étymologie, et c'est aussi une façon de rendre hommage à Émile Benveniste, qui a été longtemps professeur au Collège de France et qui est l'auteur d'un très bel article dans son vocabulaire des institutions indo-européennes sur la notion d'autorité. Il nous rappelle que longtemps, on a associé auctoritas, qui est le dérivé abstrait de auctor, au verbe
augeo, qui en latin veut dire augmenter. L'auteur, auctor, c'est celui qui augmente, qui accroît, qui fait pousser. Telle était l'étymologie traditionnelle. L'auctor est ainsi appelé du verbe augendo, celui qui augmente, disait-on, parce que par sa plume, il amplifie les faits et les dits. Émile Benveniste jugeait que cette étymologie était erronée, que ce rapprochement traditionnel n'était pas satisfaisant, étrange et peu convaincant. Comment, demandait-il, rapporter le sens fort, politique, religieux de l'autorité, de l'auctoritas latine, à ce simple verbe augmenter. Et il analysait cette notion d'autorité au sens fort en remontant plus loin, au-delà de ce verbe, au thème indo-européen sous-jacent qui, derrière ce verbe classique, augmenter, allait beaucoup plus loin à une racine indo-iranienne qui désignait la force, notamment divine. Je cite Benveniste, un pouvoir d'une nature et d'une efficacité particulière, un attribut que détiennent les dieux. Sous l'auteur, sous l'auctoritas, sous l'autorité, il y a donc une force de nature divine. En latin, ajoutait-il, le sens propre du terme premier qui pouvait expliquer ses dérivations, le sens profond et essentiel qui restait dans l'ombre sous le sens d'augmenter, c'était l'acte même de produire, hors de son propre sein, l'acte créateur qui fait surgir, qui est le privilège des dieux, des forces naturelles, non des hommes. Le sens propre de l'autorité, ce serait donc de promouvoir. L'autorité, c'est ce qui promeut, ce qui prend une initiative, ce qui produit, celui qui fonde, celui qui garantit. La notion ensuite se diversifie, mais elle se relie à ce sens premier, faire sortir, promouvoir, et ainsi s'explique aux yeux de Benveniste la valeur extrêmement forte du terme abstrait, auctoritas. C'est l'acte de production, l'acte de fondation, c'est la qualité du haut magistrat, c'est le pouvoir d'initiative. On trouve bien sûr d'autres dérivés en latin qu'il faut peut-être rappeler. Il y a non seulement donc augmenter, augeo, augmentum, l'autorité, l'auteur, mais il y a aussi l'augure et Auguste. Et enfin, toute la famille de auxilium, tout ce qui est de l'ordre de l'auxiliaire. Mais tout cela se rattache à un sens premier extrêmement fort. Toute parole prononcée avec autorité, dit Benveniste, détermine un changement dans le monde, crée quelque chose, elle a le pouvoir de faire surgir, elle donne existence. Et le sens d'augmenter n'est qu'un sens affaibli. Je crois qu'il faut se souvenir de ce sens profond, très fort de l'autorité, qui est un sens à la fois religieux et politique, nous rappelait Benveniste. Évidemment, l'autorité aujourd'hui est loin de cette étymologie quasi démiurgique, sacrée, indissociablement religieuse et politique. L'adage médiéval nous rappelait encore « nulla auctoritas nisi adeo », il n'est aucune autorité qui ne vienne de Dieu. C'était la fondation du droit divin antérieur à toute idée de contrat moderne, apparu depuis la Renaissance chez les penseurs politiques, notamment protestants, qui contestaient la légitimité de l'autorité. Et la notion de légitimité est donc très vite imposée. Je voudrais citer ici Montaigne, un de mes auteurs de prédilection, qui réfléchit à cette notion d'autorité à la Renaissance et qui dit par exemple ceci: « Nous devons la sujétion et l'obéissance également à tout roi,
car elles regardent leur office, mais l'estimation, non plus que l'affection, nous ne la devons qu'à leur vertu. Donnons à l'ordre politique de les souffrir patiemment indignes, de sceller leurs vices, d'aider de notre recommandation leurs actions indifférentes, pendant que leur autorité a besoin de notre appui. Et d'une certaine façon, on peut voir ici l'apparition de cette nouvelle notion d'autorité qui est liée à l'appui que les sujets, que le peuple doivent donner pour légitimer cette autorité. On voit ainsi apparaître chez Montaigne l'idée qu'il n'y a pas d'autorité sans consentement. C'est bien la doctrine de la Boétie dans son discours de la servitude volontaire, l'ami de Montaigne, réquisitoire contre la tyrannie. Montaigne dit encore ceci, « Or je tiens, c'est dans le chapitre de la vanité, or je tiens qu'il faut vivre par droit et par autorité, non par récompense ni par grâce. » Proposition très intéressante puisque Montaigne associe ici l'autorité et le droit par opposition à la tyrannie, de la récompense du prince qui vous donne des récompenses et qui vous fait grâce. Vous voyez que Montaigne, qui d'un côté se libère de l'autorité, comme les hommes de la Renaissance, se libère de l'autorité d'Aristote, se libère de l'autorité de Cicéron, d'autre part entend l'autorité comme ce qui protège de l'arbitraire. L'autorité, c'est celle du droit. D'une certaine façon, on pourrait dire qu'on a, avec Montaigne, l'apparition d'une conception négative de l'autorité, comme Isaiah Berlin parlait de liberté négative. Enfin, je voudrais finir ces quelques remarques d'introduction en évoquant Max Weber, qui distinguait 3 types de l'autorité. Et je crois que nous allons parcourir, à travers ces 2 jours, ces 3 formes de l'autorité ou de la domination. Premièrement, disait Max Weber, il y a l'autorité qui se fonde sur la tradition. C'est l'autorité qui est celle de la validité immémoriale, de l'habitude acquise, qu'il s'agit de respecter. Deuxième autorité, après l'autorité de la tradition, disait-il, c'est l'autorité moderne. C'est l'autorité légaliste et rationnelle qui se fonde sur la croyance en la validité d'une codification légale, d'une compétence objective fondée, disait-il, sur l'application de règles instituées de manière rationnelle. C'est au fond l'autorité politique moderne, c'est celle de la science. C'est celle dont Montaigne observait l'émergence à la Renaissance. Enfin, troisièmement, disait Max Weber, il y a l'autorité charismatique. C'est celle qui est fondée sur la grâce personnelle de la part de celui qui possède ce charisme et de la part du sujet par l'abandon de soi chez ceux qui obéissent au charisme purement personnel du chef. Il me semble qu'on peut adopter ces distinctions provisoires entre autorité positive et négative, peut-être, ce que j'évoquais à propos de Montaigne, ou encore autorité traditionnelle, rationnelle ou charismatique, avec Max Weber. Il s'agira aujourd'hui et demain de ces 3 formes d'autorité, et il me semble que nous pourrons aussi voir assez rapidement que nous nous situons toujours à la frontière d'au moins 2 d'entre elles. Autorité traditionnelle, c'est celle du texte sacré. Je ne sais pas ce que diront les uns et les autres dans ces 2 journées, mais il est certain que l'on évoquera le canon de la Bible, qu'on évoquera avec Jean-Marie Durand, l'autorité royale en Mésopotamie, fondée sur les anciens et les dieux. On évoquera ce matin avec Carlo Severi les énoncés de la tradition et ce qui fonde leur autorité. Et avec Michel Zinc, tout à l'heure aussi, les notions d'autorité au Moyen Âge.
Il s'agira bien entendu de l'autorité au sens rationnel, ainsi que le distinguait Max Weber, l'autorité de la loi, notamment dans un moment avec Pierre Mazot et Pierre Rosanvallon, et puis aussi, en conclusion, puisque nous reviendrons avec Guy Canivet à l'autorité du jugement. Mais il s'agira aussi de l'autorité de la philosophie, avec cet après-midi Bertrand Saint-Cernin, ou encore Catherine Audard, ou de la science, ce soir avec Xavier Le Pichon, et demain matin avec Jean Bricmont, Édouard Brézin et Denis Jérôme. Enfin, me semble-t-il, il s'agira aussi de l'autorité charismatique, par moments, celle qui peut être liée à la croyance, dont nous parlera notamment Jacques Bouvresse cet après-midi, celle qui peut être liée aux émotions, que nous évoquerons également ce soir avec Jonathan Cohen. Et peut-être que lorsqu'il s'agira de la bourse et des actionnaires, nous nous trouverons à la frontière de quelques-unes de ces autorités, de même qu'avec l'autorité sans État, telle qu'elle sera analysée par Henri Laurence. Il y aura aussi quelques développements sur ce qu'on appelle les autorités indépendantes aujourd'hui, avec Louis Schweitzer ou Joël Ménard. Bien entendu, il y aurait eu d'autres menus possibles pour ces 2 journées, mais il me semble que d'un bout à l'autre, nous aurons comme souci de réfléchir à la fondation de l'autorité au XXIe siècle. Un dernier mot sur l'image qui se trouve sur le programme. C'est un détail du sacrifice d'Isaac, du Caravage, aux Offices de Florence, illustration qui a pu donner lieu à un malentendu. Certains m'ont dit, c'est un peu rude, cette vision de l'autorité, ce couteau, ce poignard. Il s'agissait bien entendu d'un malentendu. L'autorité, à mes yeux, c'était la main de l'ange qui retenait le poignard, qui empêchait le sacrifice d'Isaac. Comme je parlais il y a un moment d'autorité négative, au sens de Montaigne. Il faut qu'il y ait la main de l'ange pour qu'il y ait l'autorité, une autorité de régulation, une autorité de contrôle. Et je reviendrai à Montaigne. Toute la réflexion de Montaigne, c'est une réflexion au moment des guerres de religion sur la clémence et sur la cruauté. L'autorité est-elle du côté de la clémence? Est-elle du côté de la cruauté? Pour Montaigne, il ne fait aucun doute qu'elle est du côté de la clémence. Le prince qui a de l'autorité, c'est le prince magnanime.